Au lieu d'avoir des bordures de lignes qui sont couvertes de paille, de foin ou de biomasse qu'on amène de l'extérieur, qui sont là à sécher, qui sont somme toute quelque part des déserts, puisque s'il n'y a pas de verdure, c'est des déserts, ce sont des déserts. J'ai décidé que la ligne devait être totalement autonome en biomasse. Donc de faire des bordures par rapport aux plantations principales, vivantes, qu'on allait tailler, pouvoir reposer au sol, qui allait créer son propre système d'eau et d'abondance. Là, par exemple, j'ai de la mélisse ici, de la sauge, de la consoude. Donc sur ces 42 mètres carrés, il y a en bordure vivante, il y a 60 pieds de sauge, 60 pieds de mélisse, 60 pieds de consoude, des centaines de boutures, de Buddleia, de saule, de Lonicera fragantissima, plusieurs pieds là on voit qu'ils sont secs parce qu'il faut les tailler. D'ailleurs il serait temps de le faire, parce que c'est l'année, c'est le moment de l'année qui veut ça, d'artichauts qui sont là aussi pour la biomasse. Il y a des dizaines de pieds de romarin, de lavande et l'icris curry. C'est très abondant, il y a des moments où on peut même plus passer entre les rangs, déjà là c'est limite, mais je laisse le maximum parce qu'il fait extrêmement chaud, donc ça fait le maximum de strates pour le moment. Et il y a des butineurs partout. Ça, c'est plutôt bien. Il y a une différence entre les bordures vivantes internes au bloc, puisqu'on laisse juste que les passages les passages pour marcher et pour ramasser, qui elles ne sont pas obligées de bloquer l'herbe parce qu'il n'y a plus d'herbe dedans, et les bordures externes qui elles vont devoir bloquer l'herbe parce que le but c'est toujours d'être le plus flemmard possible et d'avoir le moins désherbé. C'est ce que j'aime beaucoup, être très flemmarde. Du coup, il faut réfléchir pour être flemmard, c'est ça le problème. Du coup, c'est l'orientation principale. Je suis complètement obnubilée en fait par l'eau, par la chaleur et objectif 50 degrés. Enfin, c'est pas mon objectif, mais on va y arriver. Donc l'objectif, comment résister aux 50 degrés. Donc je travaille vraiment sur des designs, de la mise en nid, rassembler, faire des cellules vivantes extrêmement productives et protégées par des plantes annuelles et surtout par des plantes vivaces qui vont très 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 vite faire une protection et créer un système où l'eau va rester le maximum entre les strates et où qu'on soit à l'ombre et qui peut se prendre plus facilement la grêle, des orages violents, des sécheresses longues, des pluies battantes avec les productions en dessous qui souffrent moins si possible. Donc toujours aller vers l'abondance, mais d'une manière, là on voit que par rapport au potager c'est simplifié pour pouvoir faire ça sur des grandes longueurs. On a déjà trouvé beaucoup de mises en place qui facilitent énormément. Donc ça c'est super. J'ai pas le temps d'attendre 6 ans que ça pousse beaucoup. J'ai pas l'arrosage qui suffit, j'ai un sol qui est assez pauvre, donc je voulais quelque chose d'abondant très très vite. Donc je me suis vraiment focalisée sur les principes, les uns après les autres. J'ai passé des milliers d'heures à retravailler tout ça pour aller voir qu'est-ce qui est important de garder, quelle est l'essence même des principes du vivant et donc de l'abondance, et les réadapter au climat tempéré. À la base, on a appris que l'interrang, donc l'herbe entre les rangs, était extrêmement important parce que c'était de la biomasse qu'on allait pouvoir mettre sur les bordures pour couvrir les bordures. Et qu'on remplaçait au Brésil, ce qui était les eucalyptus et les bananiers par exemple, pour de la biomasse ligneuse et d'abondance, par du saule et du peuplier. Ça suffit pas. Et l'interrang, ça suffit pas. On amène énormément du coup de biomasse extérieure pour faire les bordures, mais on passe son temps à désherber. Et moi, je suis toute seule à désherber 1 demi-hectare, donc ça fait beaucoup. Donc ça suffit pas. Donc à un moment, je me dis, il va falloir changer complètement. Et en repartant sur les principes, j'ai entièrement changé. Et donc je travaille avec des plantes alliées, je travaille avec des bordures vivantes, avec des systèmes de biomasse en 3 dimensions annuelles qui permettent tout de suite de faire de l'ombre dès les premiers mois. Et surtout de créer très très rapidement ce qu'on appelle le saut du chat, c'est-à-dire cet emballement du sol et du cycle du vivant à aller vers plus d'abondance. Pour moi, démocratiser la mise en place de la syntropie, ça veut dire faciliter. Il y a trois pieds principaux. Ce sont des formations qui sont qui rendent les gens les plus autonomes possibles dans la mise en place, qui sont basés sur un terrain où il y a énormément d'expérimentation, donc on peut voir des espaces. Ici, on a par exemple 22 espaces tests, dont les plus vieux font partie du musée des erreurs, mais qui permet de ne pas les refaire justement. Et la bouturière, c'est pour avoir un matériel végétal à moindre prix, parce que si en syntropie on plante énormément,
Et le problème, c'est que ça coûte de l'argent d'acheter des plants. Donc l'idée, c'est au lieu d'acheter des plants, de vendre pour moi des boutures. Donc c'est quelque chose qui coûterait beaucoup moins cher. Et c'est avec ces boutures-là que moi je multiplie tout en pépinière. On produit, le sol devient de plus en plus riche, on produit énormément et les plantes sont vraiment contentes d'être là. Ça se sent dans ce qu'elles donnent. Et en plus, on arrose peu ou pas du tout. Et l'eau est, voilà, c'est l'or bleu qui va nous faire défaut dans les années qui arrivent. Donc c'est très important de développer ça. Disons que ça me permet de faire une forêt en 5 mois sur au bout de 2 mois, 3 mois, on avait déjà 3 mètres de haut, donc c'était déjà pas mal. Et il y a un aspect engagé. C'est presque le dernier espace politique où on a du pouvoir d'agir en fait. J'ai pas le choix sur ce qui se passe au niveau politique. Je peux pas arrêter la forêt amazonienne de brûler. Je peux pas empêcher le permafrost de fondre, ni les ours blancs de finir coulés dans la mer et tout le reste. Mais je peux sortir dès que je sors une patate, une salade, une courgette de ce système-ci. Tout en nourrissant la terre et en permettant que l'eau, sans récupérer d'eau supplémentaire, sans l'utiliser d'eau supplémentaire, pardon. Je sors du système je ne suis pas dépendante des supermarchés pour survivre. C'était quand même assez important. C'est pas passé par l'agroalimentaire, c'est pas passé par le chimique, c'est passé par des semences que j'ai choisies, voire que je fais moi-même, qui sont adaptées au lieu ici. Et il y a tout un microcosme. Et généralement, les gens qui viennent là, ils sont incapables de refaire un potager classique ensuite, avec le sol bien nu, bien droit. Ça marche plus. Ici, il y a eu une perturbation. Il y a eu une perturbation naturelle parce qu'il y a eu Il y a un énorme tournesol qui est tombé cette nuit, donc ça fait une petite clairière ici. Donc le gros tournesol a fait tomber tous les autres autour de lui. C'est ça. Du coup, ça fait de la place. Donc ça fait de la place aux choux qui commençaient à plus être bien là, donc c'est parfait. C'est un chou perpétuel ça. Donc on va le tailler aussi un petit peu, il va bien repartir. Et on fait de la biomasse avec même de la salade, de la blette, de la mélisse, des consoudes. En fait, le fait de remettre tout le temps au sol, ça augmente la teneur en matière organique du sol. Et plus on augmente la teneur en matière organique du sol, plus le sol est riche, plus il peut garder l'eau. Plus il est vivant, plus ça pousse, plus on peut tailler, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'ai joué à MacGyver à certains moments, rentré à peine, tellement il y avait de biomasse. Là c'est presque vide par rapport à il y a un mois.